Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc je suis Sarah Amblard, heu, votre formatrice pour aujourd'hui. Au cas où, je vais, juste vous présenter, les consignes pour commencer, pour échanger avec nous. Vous avez l'outil, Converser. Je vois que certains, l'utilisent et donc grâce à ça, vous pourrez donc, poser vos questions, et interagir, avec nous tout au long de cette présentation. Donc je vois que les participants, se connectent. On va pas tarder à commencer la présentation, Olivier et moi. Comme Bonjour vous à le savez, tous, bienvenue à ce webinaire. bonjour Olivier. Comme vous le savez, la thématique, d'aujourd'hui, c'est donc, les enjeux du développement durable, en particulier dans le secteur, de la cosmétique et une présentation aussi des bonnes pratiques qui sont visibles, sur le marché. Je pense que là, on a pas mal de connexions. Il est 14h03. Olivier, si ça te va, on peut commencer? Tu feras attention, je crois que tu as ton micro qui est, fermé. Alors, donc voilà, bienvenue à tous. On est ravis de vous avoir pour ce webinaire qui est le premier d'une série. L'idée, c'est de pouvoir couvrir les enjeux RSE, les enjeux de durabilité et d'avoir une entrée par secteur. Vous verrez qu'on a plusieurs propositions de webinaires dont on vous parlera tout à l'heure. Mais voilà, là, c'est d'essayer de voir en quoi le secteur des cosmétiques est porteur d'enjeux spécifiques. Et puis, avec l'aide de Sarah, qui fait partie des experts des enjeux des hommes de ce secteur, on va essayer aussi d'identifier des leviers d'action que les personnes qui nous écoutent peuvent activer, soit directement parce qu'elles sont aux commandes d'une marque, impliquées dans une entreprise engagée, ou pour certains d'entre vous, des partenaires de choix de ces personnes. Voilà, et donc on a un fil conducteur qu'on vous propose et qui va démarrer par une petite introduction. Donc le secteur des cosmétiques, c'est un secteur très important économiquement au niveau international, puisqu'on est quasiment à 400 milliards de dollars. C'est un marché qui a eu une croissance relativement ténue sur la période 2018-2019. On considère que l'année 2020 est une année tellement hors norme que on ne repère pas ces points de croissance. C'est aussi un secteur très important pour la France, fortement contributeur à la balance extérieure de la France. Et on estime qu'à lui seul en France, il implique directement plus de 150 000 emplois. C'est aussi un secteur qui fait l'objet de pas mal de polémiques, que ce soit, on vous a mis quelques exemples visuels à l'écran, sur la composition des produits, en termes de toxicité, en termes d'impact environnemental, notamment sur les plastiques, que ce soit sur les pratiques habituelles du secteur en termes de communication, que ce soit sur la manière dont la R&D, les tests peuvent être faits ou pouvaient être faits, et également sur la manière dont ce secteur, un peu comme celui du luxe ou de la mode également, véhicule une image de la beauté qui peut être le reflet de la réalité ou quelque chose de relativement travesti. Donc, il y a cette idée finalement du washing, de cette information qui n'est pas complètement transparente, qui fait l'objet des questions que l'on peut poser à ce secteur. Alors, on est là aujourd'hui pour passer des images et des impressions à des choses un peu plus tangibles. Et donc, on va démarrer par le marché. Alors, quelques éléments qu'on est allé glaner pour vous dans les dernières évolutions de marché. D'abord, plus ça va et plus les consommateurs, les acheteurs veulent connaître la marque qui est derrière le produit et même, j'ai envie de dire, l'entreprise qui est derrière la marque. La notion d'engagement, d'authenticité, de valeur fait partie des critères
montant. Et s'il y a bien un secteur au niveau international dont les chiffres business traduisent cette évolution, c'est celui des cosmétiques. On a vraiment vu un basculement très fort au profit des marques engagées. Les marques qui étaient un peu les marques de référence se sont fait grignoter des parts de marché par des marques parfois nouvelles ou moins connues, mais qui étaient par contre beaucoup plus engagées en matière de développement durable. Il y a aussi une vraie question qui est assez cohérente avec ce qui se passe dans d'autres secteurs. Avec Sarah et l'équipe de Des Enjeux des Hommes, on travaille aussi beaucoup sur les filières alimentaires, par exemple. Eh bien, vous avez cette attente-là. Si tu peux juste, Sarah, revenir une seconde Pardon. sur le précédent. Ouais. Donc, une attente de transparence qui est vraiment en train d'atteindre 75%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel. Et puis, la notion d'impact, c'est un mot que ceux qui gravitent dans les sphères RSE entendent beaucoup, mais qui est en train vraiment de s'étendre à tous les métiers. C'est finalement quel est notre impact effectif. Est-ce que les actions qu'on met en place ont un résultat? Est-ce qu'elles ont un impact? Et donc, on voit que maintenant, jusqu'au consommateur, on se pose ces questions. Jusqu'au consommateur, on a des attentes de la part des marques qu'on aime et qu'on aime acheter. Alors, ça donne lieu à un certain nombre de concepts. Ça peut être celui de la naturalité des produits. On peut avoir envie de faire en sorte que son produit soit plus responsable et d'être capable de démontrer ça avec un label, comme un label bio. Sarah nous en donnera des explications tout à l'heure. Il y a aussi de plus en plus, et notamment suite dans le monde du textile, au scandale du Rana Plaza et à la réglementation sur le devoir de vigilance, une vraie réflexion sur comment les êtres humains qui sont dans la chaîne de valeur sont traités dans ces filières, qu'elles soient cosmétiques ou textiles. Et donc, la question du commerce équitable, de la manière dont on traite ces humains et dont on les associe au succès du produit, fait aussi partie des réflexions des marques en ce moment. Le marché du bio, 24%, c'est en effet un bon indicateur. Vous avez vu tout à l'heure, on était à 3%. Là, on est à quasiment 25 points de croissance sur la même période. Donc, on voit bien que les marques engagées tirent la croissance de ce secteur en ce moment. Si on devait résumer finalement le défi auquel sont soumises les marques et les entreprises de ce secteur, et on sait qu'il y a différentes étapes, il y a différents échelons ou, j'allais dire, maillons de la chaîne industrielle dans le secteur des cosmétiques, mais finalement, quand tous ces acteurs se donnent la main pour aller des matières premières jusqu'au produit fini que le consommateur va utiliser, il y a vraiment la question de la transparence. Comment est-ce que cette transparence, elle peut être effective? Et si elle est effective, comment est-ce qu'elle peut être partagée, comprise? Et c'est l'objet de ce qu'on va essayer de creuser dans la deuxième partie de notre webinaire avec Sarah, que je remercie de sa présence cet après-midi. Et avec Sarah, on va essayer de mettre des mots sur les enjeux et puis ensuite de voir quels sont les leviers sur lesquels les personnes qui nous écoutent pourraient avoir envie d'intervenir. Alors Sarah, si on devait mettre des mots sur les enjeux qui nous paraissent les plus importants dans ce secteur des cosmétiques, qui n'est pas celui du mobile, qui n'est pas celui de la cimenterie ou des banques, comment est-ce que tu pourrais nous aider à identifier un peu les sujets les plus importants? Alors effectivement, déjà, il faut bien prendre en compte que la cosmétique, c'est un sujet à part entière, c'est un type de produit de consommation à part entière. De par son usage, c'est quelque chose qu'on va appliquer sur soi et ses fonctions. On va avoir des fonctions du très utilitaire à des choses plus cosmétiques, comme on dit, moins obligatoires quelque part. On a une première question qui n'est pas possible d'éluder, c'est celle de l'impact potentiel sur la santé des consommateurs, des utilisateurs de cosmétiques. C'est quelque chose, cette question de la santé, c'est quelque chose qui est en Europe fortement réglementé. On a un corpus réglementaire, je vous l'apprends pas, lié aux cosmétiques pour justement, entre autres, assurer aux consommateurs que sa santé n'est pas mise en danger par l'utilisation de ces produits, qui est très strict. Et en plus de ça, gravitent tout autour de ce corpus réglementaire des entités qui vont être dédiées à la veille, à l'application de cette réglementation, de ces exigences.
Des exemples, donc la notion de cosmétovigilance et le travail avec la NSM en France, le CFFC en Europe, et puis la prise en compte de différentes études avec des matières premières qui peu à peu se trouvent interdites parce qu'on a une plus forte visibilité et on se rend compte de problématiques. Donc la notion de santé en Europe, elle est déjà regardée depuis longtemps. Et par contre, au niveau du marché, la notion de respect de la santé du consommateur, c'est quelque chose qui nous vient peut-être plus des États-Unis. On a une vraie problématique justement à cause de l'absence de ce corpus réglementaire et quelque chose de moins strict sur le choix des matières premières en termes de formulation. Si on continue au niveau des enjeux qui existent pour le secteur, on va aussi parler des enjeux environnementaux. On a une chaîne de valeur qui est spécifique dans les cosmétiques avec si on la regarde en entier, c'est aussi l'idée du cycle de vie, de l'analyse de cycle de vie, on va de l'extraction de la matière première, la source de notre formule, et ça jusqu'à au produit, son packaging, son utilisation et sa fin de vie. Et là, on a le plus d'impact possible. C'est donc dans un premier temps au niveau des matières premières. Le choix des matières premières peut être extrêmement impactant sur la biodiversité, par exemple. On le sait, on a énormément de matières premières fonctionnelles qui sont issues de la transformation d'huile de palme. On ne le voit pas directement sur le produit, qui a des dérivés d'huile de palme, mais c'est un fait, beaucoup de glycérine, beaucoup de tensioactifs qui en sont dérivés. Et bien sûr, qui dit huile de palme dit problème de biodiversité avec l'utilisation de techniques agricoles assez délétères, même complètement délétères pour la biodiversité, pour l'environnement. On a aussi, avec les matières premières, des risques au niveau de l'épuisement des ressources et bien sûr de la pollution des eaux. Le deuxième point dont on peut parler ensuite, c'est le packaging. Quand on parle de produits cosmétiques, on ne s'arrête plus à la formule et à la crème ou au maquillage qu'il y a dedans. Il faut aussi prendre en compte bien sûr le packaging et c'est extrêmement important. On réalise que le packaging sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur les émissions carbone. C'est donc une réflexion qui est importante à avoir si on souhaite un produit qui a moins d'impact. Qu'est-ce que je fais au niveau de mon packaging? Et puis bien sûr, des impacts sur l'épuisement des ressources. Ici, on va plutôt parler peut-être de ressources pétrolières, puisqu'on a beaucoup plus de packaging qui sont faits en plastique que de produits cosmétiques qui sont formulés à base de plastique. Et bien évidemment, la pollution des eaux, de la fabrication du packaging jusqu'à sa fin de vie. Et qu'est-ce qu'on fait du packaging? Est-ce qu'on le recycle? Est-ce qu'on le réutilise? Ou est-ce qu'on le jette? Et où est-ce qu'on le jette? Et bien sûr, le dernier point qui va avoir un impact sur l'environnement, c'est pas le dernier, mais c'est le dernier des gros points, c'est la fabrication. Quand on fabrique un produit, on va le fabriquer dans des cuves qui vont être rincées, et on a besoin de faire extrêmement attention à ce qu'on fait de cette eau de rinçage, qu'est-ce qu'elle contient et comment on doit la traiter pour que cette eau n'ait pas d'impact quand on va la reverser dans la nature. Donc ça veut dire réfléchir à ce que contient mon produit et comment, s'il y a un souci au niveau de ma formule, comment je le traite pour ne pas déverser d'eau qui polluerait donc les ressources d'eau naturelles, parce qu'on a des phosphates, des phosphonates ou d'autres types de polluants dans notre eau de fabrication. Et puis bien sûr, au niveau de la fabrication, étant donné que c'est une pratique énergivore, les émissions carbone sont aussi fortement impactées. Au niveau des impacts sociaux, là, on va pouvoir regarder encore une fois du début à la fin de notre produit, donc de notre sourcing, jusqu'à l'utilisateur final et la façon dont on interagit avec l'ensemble des êtres humains qui sont dans cette chaîne.
Pour le sourcing, on va souvent parler de sourcing responsable et l'impact positif que ça va avoir au niveau des droits humains, au niveau des notions d'équité, d'éthique, de la façon dont on travaille donc avec ses fournisseurs, avec les fabricants de nos matières premières et puis bien évidemment tout au long de la chaîne, avec les fabricants de notre produit fini et puis avec nos consommateurs. Et là où on va avoir notion avec le plus d'impact sur le consommateur, c'est bien sûr l'inclusivité, la façon dont on va représenter, donc on parle beaucoup de représentation des femmes, de représentativité, de diversité, d'égalité. Et ces notions de diversité, d'égalité, bien sûr, on les fait aussi remonter dans notre chaîne de valeur avec les égalités des chances, avec une politique RH qui va être peut-être plus ouverte. Ça, c'est donc au niveau des impacts sociaux. Et enfin, on a la possibilité avec les produits cosmétiques d'avoir une contribution économique sur plusieurs échelles. Bien sûr, encore une fois, au niveau de son sourcing avec le commerce nord-sud, le choix des matières premières que l'on va faire, qu'elles soient éloignées et donc la façon dont on va partager la valeur jusqu'à notre source, ou bien si on a décidé d'avoir un sourcing extrêmement local, encore une fois, comment on partage la valeur de notre produit. On le sait, les cosmétiques sont des produits à forte valeur ajoutée. Bien justement, comment on se débrouille pour que cette valeur ajoutée soit positive sur l'ensemble de notre échelle, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Merci Sarah, c'est très clair. Et donc on voit en effet que les matières naturelles, mais aussi la pétrochimie, l'impact sur la santé, mais aussi sur l'environnement, le rôle qu'on a dans la conception de la beauté qu'on véhicule, voilà, fond de ce secteur, de votre secteur, un secteur qui a des enjeux particuliers. Et donc, évidemment, ça donne lieu à des leviers d'action qui peuvent être différents. On a essayé avec l'équipe de Des enjeux et des hommes de les répartir autour de quatre grands sujets qui sont celui de la formule. Donc, on va revenir un peu sur ce que Sarah disait tout à l'heure sur les filières, sur les ingrédients, le packaging, que ce soit l'article de conditionnement ou l'emballage du produit. Mais on va aussi évoquer la manière dont la marque qui va apposer son nom à ce produit peut jouer son rôle. Et pourquoi pas, puisque c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité depuis l'avènement de la loi Pacte, comment même l'entreprise qui héberge la marque et qui parfois est cachée un peu dans l'ombre, peut elle aussi prendre sa part de cet engagement. Et donc, on a essayé avec notre équipe d'identifier un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques qu'on avait envie de vous présenter, sur lesquels peut-être on pourra échanger dans la dernière partie du webinaire. Donc, Sarah, je te laisse initier sur les deux premiers sujets et puis je prendrai le relais sur la marque et l'entreprise. Oui, donc on en a un peu parlé déjà, la formule, les matières premières et les qualités RSE que l'on peut choisir dans nos matières premières. On peut bien sûr parler de naturalité, d'impact sur la biodiversité ou de la biodégradabilité de nos matières premières. Ça va ensuite passer vers le consommateur avec, par exemple, la certification Cosmos ou d'autres certifications sur les produits naturels et bio. Mais on a aussi d'autres marques, d'autres exemples de marques qui s'engagent vers des matières premières plus naturelles. Le deuxième exemple que je vous donne, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est la dernière formule de la terracotta de Guerlain. C'est vraiment de l'autre côté du spectre de ce que l'on voit habituellement en claim naturel, voire bio. Les marques luxe historiques ont souvent été, on peut dire, un peu frileuses par rapport à ça, mais Guerlain, là, c'est le deuxième pied, on va dire, qu'ils mettent au niveau de la naturalité. Il y a quelques années déjà, on avait le fond de teint L'Essentiel, qui était à 97%, je crois, d'ingrédients d'origine naturelle. Aujourd'hui, la terracotta, qui est un produit phare de la marque. Donc voilà, petit à petit, on se rend compte que
ce choix de matières premières et donc de l'impact que ça, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi dans toutes les sphères du secteur cosmétique. Et on parlait un peu de la formulation et du label Cosmos, puisque c'est un de ceux qui sont portés par le groupe EcoCert et que l'on connaît bien. L'idée de choisir un label, c'est donc déjà dans un premier temps de développer son produit avec un cadre défini. Parler simplement de produits plus RSE, produits plus naturels ou sans cadre, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où sont les limites, où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles finissent, comment je peux formuler, choisir mon packaging, choisir la façon dont je m'adresse au consommateur. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de développer avec le cadre d'une certification. D'autant plus que ce cadre étant connu, les règles étant connues, on va pouvoir faciliter la valorisation de son engagement et aussi rassurer le consommateur. Le consommateur connaît les règles, du moins on a une certaine idée, et le fait de pouvoir apposer un logo permet de dire directement au consommateur, je respecte ta demande. Et puis bien sûr, ça va avoir un impact positif, donc comme je vous disais, sur les notions de naturalité, biodiversité, biodégradabilité, grâce aux exigences de Cosmos. Donc pour rappel, plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, une sélection très fermée d'ingrédients d'origine non naturelle, typiquement pour conserver, ou des obligations comme les dénaturants de l'alcool. La possibilité, grâce à Cosmos Organique, de valoriser l'utilisation d'ingrédients biologiques. Et bien sûr, on va inclure des notions de chimie verte qui permet d'inclure des notions de biodégradabilité des matières premières d'origine naturelle. La notion de chimie verte, enfin les notions de chimie verte, puisqu'il y en a plusieurs, ça a été lancé au niveau de la cosmétique, dans les certifications cosmétiques bien sûr, par le label Cosmos, qui était un des premiers à l'inclure dans ses exigences. Si on va un peu plus loin que simplement la naturalité, on peut aussi réfléchir quand on formule à la façon dont on va choisir déjà ces matières premières. Comment on achète, comment on se source. La première étape, c'est avoir une politique d'achat responsable. Le fait d'avoir une politique d'achat responsable nous engage beaucoup plus dans notre chaîne d'approvisionnement. Le fait d'être plus engagé, donc d'avoir plus de visibilité, ça va aider pour prévenir les risques de non-conformité, les risques de rupture, avoir une chaîne beaucoup plus solide et résiliente. Ça va aussi permettre de valoriser son engagement dans le développement durable. On va avoir des relations avec ses fournisseurs qui sont un peu différentes, peut-être moins verticales et plus de discussions. Et bien sûr, c'est aussi la base d'une politique d'achat responsable, c'est qu'elle permet de réduire ses impacts environnementaux et sociaux, ou de les améliorer, selon le point de vue. Et puis, on a aussi la possibilité d'aller encore plus loin, de vraiment s'engager auprès de ces filières. Et là, on arrive vers le commerce équitable. Pour simplifier, parce que le commerce équitable, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, et c'est le but de la labellisation Fair for Life. Le commerce équitable, il permet de donner les moyens à ses partenaires, à ses fournisseurs et à aux personnes qui vont fabriquer quelque part notre première matière. On leur donne les moyens d'atteindre les objectifs. On le remarque avec beaucoup de labels, dont Cosmos, hein. La première étape, c'est d'exiger d'avoir des exigences pour ses fournisseurs et demander aux fournisseurs de les atteindre. Avec Fair for Life, non seulement on va avoir des exigences, bien sûr, mais en plus de ça, on va accompagner nos partenaires équitables pour qu'ils les atteignent. Et ça se fait avec des partenariats de longue durée, avec des contrats de longue durée et puis d'autres points qui sont spécifiques au commerce équitable. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à revenir vers nous. On propose pas mal de formations là-dessus. Et puis au final, on va pouvoir soit proposer des produits issus du commerce équitable,
Mais si on n'est pas complètement sur le commerce équitable, si c'est seulement une partie de nos ingrédients, on va quand même pouvoir parler de cet accompagnement que l'on fait. Je vous donne par exemple l'exemple de Pierre Fabre, qui a décidé de rentrer en partenariat avec 4 de ses filières clés, le beurre de karité, le dattier du désert, le pfafia et le moringa, sur différentes zones géographiques et qui vont être liées à différentes marques du groupe Pierre Fabre. Et donc, il y a un accompagnement sur le long terme qui est fait avec ses fournisseurs. Ça, c'est le point sur la formule. Maintenant, on l'a vu, on en a aussi parlé un petit peu en introduction, on a le packaging qui va avoir un impact hyper important. Si on analyse le cycle de vie d'un produit complet, je vous l'ai déjà dit, c'est le packaging qui va avoir le plus d'impact sur le carbone, par exemple, mais aussi sur d'autres points clés de notre analyse. Et l'idée, c'est que si on veut réduire l'impact de notre packaging, on va être obligé de le réfléchir autrement. C'est là que vient la notion d'éco-conception, de réfléchir son packaging pour avoir un impact plus faible. Et une des solutions qui existent pour se donner des objectifs, c'est d'utiliser les 4 R. Il y en a 5 à la base. Le premier, c'est refuser, mais c'est plus un point de vue consommateur et la possibilité pour le consommateur de refuser le plastique, les packaging. Le premier, c'est réduire ces packaging. On vous donne ici l'exemple du vrac solide qui permet de réduire complètement l'utilisation de packaging primaire. Le deuxième, ça va être de réutiliser. On a un packaging qui est fabriqué et on a la possibilité de réutiliser. C'est par exemple, maintenant c'est devenu assez connu, une marque qui il y a quelques années n'existait pas, Cosy, qu'on retrouve dans plusieurs magasins avec des fontaines qui permettent de remplir des flacons qui sont consignés. Ou bien, une des dernières en date, là c'est The Body Shop qui met en place dans l'ensemble de ses magasins des stations de re-remplissage, enfin de remplissage et de re-remplissage de contenants réutilisables. On a la possibilité de rendre à la terre. Donc rendre à la terre, quelque part, c'est composter en fait. Utiliser des matières premières entièrement compostables. On a l'exemple du rouge à lèvres, le papier, qui est dans un packaging entièrement en papier, donc compostable. Et un deuxième exemple, celui d'Akane, qui propose pour une de ses crèmes, un packaging compostable. C'est du compostage industriel, mais c'est une première étape. Ça montre aussi la complexité du packaging en cosmétique, puisqu'on a ces notions d'interaction contenant-contenu qui sont très très fortes, mais c'est un premier pas vers des produits qui sont moins impactants pour l'environnement. Le dernier point, c'est recycler. C'est pas la panacée, recycler. Il y a encore beaucoup de problématiques, dont une qui est soulevée avec L'Oréal et TerraCycle, et qui a déjà été relevée par Citeo, c'est que énormément de packaging de cosmétiques, même recyclables, ne sont pas recyclés et finissent dans la poubelle avec tous les autres à être incinérés ou enterrés. Donc la proposition ici de L'Oréal, mais qui est aussi la proposition de Olution, c'est d'aider, de prendre la main du consommateur et de l'aider à recycler en lui proposant de ne plus avoir à réfléchir, est-ce que mon packaging est recyclable ou non? Et donc, pour Olution de le renvoyer. Et ce que L'Oréal a mis en place avec TerraCycle en partenariat avec Carrefour, c'est des poubelles de recyclage où le consommateur vient ramener l'ensemble de ses packaging cosmétiques et ensuite la possibilité de recycler est vue au niveau d'un tri spécifique. Bien sûr, on est sur des impacts environnementaux qui ne sont pas comparables entre réduire et avoir une absence totale de packaging versus recycler.
Ça n'est pas comparable, mais à chaque fois, ce sont des pas pour avoir, un peu moins d'impact. On a vu donc, la formule, le packaging. La prochaine étape, c'est, ici la marque. Donc je vais laisser, Olivier, vous en parler. Hmm. En tout cas, ouais, je retiens de ces deux premiers niveaux cette notion de choix des ingrédients, de bien les choisir, d'avoir des éléments objectifs pour les choisir, et puis le travail avec les filières, et puis cette notion d'éco-conception, il y a beaucoup d'impact. Quelqu'un réagissait dans le chat sur la partie impact sur l'eau, ça dépend des familles de produits. Et donc, en effet, les shampoings ont un impact sur l'eau qui est très important en phase d'usage. Et donc, ça met la question au centre, c'est de dire, en fonction du type de produit dont on parle dans l'univers cosmétique qui est relativement large en termes de famille de produits, l'éco-conception permet d'embrasser plusieurs impacts environnementaux et donc d'avoir du discernement sur ce qui vous concerne plus directement. Donc, c'est ça aussi le message qu'on voulait vous faire passer, c'est de vous appuyer sur ce type d'outils. Au niveau de la marque, en fait, aujourd'hui, les marques essayent de s'engager. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'une marque peut essayer de trouver les thèmes qui vont être les thèmes pertinents sur lesquels elle peut s'engager. Et ça s'est beaucoup accéléré dans la période de la crise Covid. Il y a vraiment une attente de la part du citoyen consommateur d'action. C'est-à-dire les intentions, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. On veut des choses concrètes. Et donc, l'idée, ce n'est pas uniquement de donner des directions, c'est de montrer par l'exemple et d'être capable d'incarner un certain nombre d'engagements. On vous en a mis quelques-uns ici, que ce soit sur les tests sur les animaux, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui soit vraiment éliminé du processus de la marque, ce qui soulève un certain nombre de questions, notamment sur sa capacité à être distribuée au niveau international, que ce soit sur la prise en compte d'un impact important comme les impacts sur la vie marine, et vous avez l'exemple de la marque La Roche-Posay à l'écran, que ce soit sur cette inclusion dont Sarah parlait tout à l'heure, qui, au-delà de la représentation, est aussi le fait qu'il existe des produits pour tous les types de personnes qui ont envie d'utiliser des cosmétiques. Et on a fait un clin d'œil à Sephora dans la diapositive que vous avez à l'écran, ou dans la capacité de la marque à expliquer, à soulever un peu le capot, ouvrir les coulisses de la manière dont les choses se passent. La marque en moins vous explique un peu comme ça existe dans le commerce équitable, notamment voilà, comment un produit est fabriqué, quelles sont les étapes qui amènent au coût que vous allez payer pour que vous soyez en bonne compréhension. Voilà. Alors, Servan a raison. Les tests sur les animaux ont fait l'objet d'évolutions au cours des derniers mois. Mais je voulais illustrer cet exemple, notamment sur le territoire chinois, qui était celui qui posait le plus de difficultés. Mais voilà, on voulait montrer par cet exemple la manière dont Lush avait et The Body Shop avaient très tôt pris position et s'étaient différenciés en n'acceptant plus ce processus qui leur était imposé parfois. L'idée aussi, c'est de déployer des actions concrètes et aussi d'asseoir ça sur une communication qui soit responsable. Et vous avez un certain nombre d'outils. Vous savez par exemple qu'il y a une réflexion en ce moment sur l'allégation de sans parabènes, et donc vous avez la marque Sobio qui a essayé de faire un effort de pédagogie pour expliquer aux consommateurs comment est-ce que ça fonctionne, comment une formule est créée, et que vous puissiez mieux, en tant que consommateur, connaître ce qui est à l'intérieur de votre produit et faire un choix conscient. L'Oréal a mis en place un outil qui s'appelle Spot, dont l'objectif c'est d'optimiser l'impact en termes de développement durable de leurs différentes références. Pardon. Et l'idée, j'espère, pour les gens qui font la R&D ou le marketing chez L'Oréal, mais que le consommateur, avec des choses relativement faciles à comprendre, un peu inspirées de l'étiquette énergie qu'on avait connue par ailleurs, puisse se dire, je choisis un produit pour plein de critères fonctionnels, mais je peux aussi utiliser ce critère pour discriminer mon choix entre
un produit à un autre, ou une marque ou une autre. Et là, vous avez l'exemple de Garnier à l'écran. Si on revient au slide 23, vous avez aussi voilà, typologie qui essaye à un moment donné d'être dans un discours sur la réalité, c'est-à-dire à la fois d'être dans une communication inspirante, positive, qui n'a pas besoin d'être culpabilisante, mais voilà, de ramener le produit à ce qu'il est, à sa vraie fonction, à son service. Et c'est vrai qu'on avait peut-être été un peu loin dans l'univers des cosmétiques sur la surpromesse ou l'exagération d'un certain nombre d'allégations. Et puis, si vous vous souvenez tout à l'heure, quand Sarah parlait d'éco-conception, il y avait un certain nombre de packaging qui étaient mis à l'écran. Il y avait notamment les produits compacts. Et donc, c'est Yves Rocher qu'on avait mis en exemple, qui avait développé des shampoings, des produits douches compacts. Mais encore faut-il que le consommateur s'en serve bien. Parce que si vous utilisez un produit compact comme un produit normal, là vous faites quelque chose qui est complètement à contre-courant, à contre-sens par rapport à ce que la marque a voulu mettre en œuvre. Donc, il y a un vrai partenariat entre la marque et son consommateur pour qu'ils comprennent pourquoi elle a choisi cet enjeu, qu'elle comprenne la proposition nouvelle qu'elle lui fait et que le consommateur prenne sa part. C'est le même exemple que ce qui était évoqué dans le chat tout à l'heure sur les produits à rincer ou qu'on connaît très bien avec l'exemple du jean dans le textile. Voilà, c'est d'expliquer au consommateur là où il y a un impact important. Et puis, l'autre exemple qu'on trouvait intéressant, qui est un exemple assez ancien d'ailleurs, c'est la fameuse fontaine de Mugler. Mugler a été une des premières marques de parfum à créer cet outil qui vous permet d'aller faire du refill, c'est-à-dire que vous allez, une fois que votre parfum est terminé, vous allez aller le remplir à nouveau dans une parfumerie qui souvent est une parfumerie multimarque, mais vous allez avoir un endroit, un petit corner où la marque vous attend et où on va prendre soin de votre produit et on va aussi vous expliquer en quoi ce geste avait fait sens. Et donc, cette fontaine, Mugler, merci Valérie, s'appelle aujourd'hui, je ne sais plus dans quel sens, si c'est aujourd'hui qu'elle s'appelle la fontaine ou la source, mais en effet, elle a eu de nom. Vous avez complètement raison, Valérie. Mais c'est important et notamment, c'est un bon exemple parce que Mugler a des consommatrices très fidèles qui ne zappent pas de produits. Et donc, pour le coup, pour cette marque, pour ces consommateurs-là, ça peut faire complètement sens de prendre ce geste de refill, qui en plus a un avantage économique aussi, puisqu'on ne repaye pas l'article de conditionnement qui est souvent très joli, mais qui est un peu coûteux dans l'équation globale. Alors, évidemment, se pose la question aujourd'hui de l'entreprise. En fait, on imagine que ça ne vous a pas échappé. Depuis quelques mois, on questionne les entreprises et leurs dirigeants sur le sens de leurs organisations, sur la robustesse de leur démarche de responsabilité. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, essayent de réfléchir à leur valeur ajoutée, leur contribution au monde, leur raison d'être. Certaines d'entre elles-mêmes vont jusqu'à souhaiter devenir société à mission. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quelques belles maisons de cosmétiques qui ont franchi ce pas, que ce soit le groupe Rocher ou Patika, ou que ce soit, si je prends qu'un dernier exemple, Léa Nature qui a une proposition de produit qui est plus large que les cosmétiques. Donc voilà, on a, bien qu'étant dans cet univers cosmétique, une capacité à réfléchir vraiment à la manière dont on essaye d'avoir un impact positif sur son écosystème et sur le monde plus globalement. Alors, sauf que ça pose un certain nombre de questions, et notamment une question sur laquelle nous, on est beaucoup interrogés chez Des Enjeux et des Hommes là, depuis quelques mois. C'est justement comment est-ce qu'on garantit cette bonne harmonie, cette bonne cohérence entre l'engagement de l'entreprise et l'engagement de la marque. Qu'on soit sur la formule, sur les filières dont Sarah a parlé tout à l'heure, qu'on soit sur le packaging avec des questions de relations fournisseurs, voire de logistique industrielle. On a souvent un équilibre à trouver entre ce qui va être de la décision de l'entreprise, qui va héberger une ou plusieurs marques, et ce qui va être du registre de la marque. Ça, c'est le premier sujet. Donc, comment j'arrive à bien faire cohabiter ça
et notamment si j'ai plusieurs marques, si j'ai un portefeuille de marques qui est hébergé par une entreprise qui est elle-même engagée en RSE. Donc nous, chez Des Enjeux et des Hommes, on dit la RSE, c'est la partie entreprise, c'est celle qui essaye de prendre en compte tous les impacts et qui essaye de comprendre les attentes de l'ensemble des parties prenantes. Et la RSM, ce sont les sujets que la marque, cette marque précise dont on parle, va s'emparer et qu'elle va essayer de mettre en avant pour créer du lien, pour être en écho aux attentes, aux valeurs de ses consommateurs. Et la réciproque existe aussi au niveau de la raison d'être. Vous avez la raison d'être de l'entreprise et vous avez la mission de marque. Une marque a une mission et cette mission, c'est la déclinaison pour cette marque dans tout ce qu'elle a de singulier de la raison d'être de l'entreprise qui l'héberge. Voilà un peu comment on peut essayer de faire cohabiter les différents niveaux de cet emboîtement de poupées russes qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, que vous soyez aux commandes d'une marque dans un métier qui est partenaire de la marque ou dans des équipes plutôt liées à la RSE ou au développement durable, eh bien, vous avez cette capacité d'action à ces 4 niveaux qui vaudrait pour d'autres produits parfois, même si on ne mettrait pas la formule, on pourrait mettre le produit en tant que tel. Mais Sarah l'a bien expliqué tout à l'heure, on voit que dans le secteur des cosmétiques, on a des enjeux qui sont spécifiques et donc la manière d'aller répondre à ces enjeux va être singulière elle aussi. Merci Olivier, merci pour cette partie sur les derniers échelons de nos leviers, la marque et l'entreprise. On a encore un peu de temps, donc on va reprendre les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on va reprendre donc un petit peu chronologiquement. Ouais. Alors j'avais, Sarah, une première question qui vient de Zeng, j'espère que je n'écorche pas votre prénom, monsieur, qui disait dans les cosmétiques, on a souvent des fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. Comment est-ce qu'on peut finalement traiter cette complexité? Tout à l'heure, Sarah, tu as parlé de filières, de travailler avec les filières, tu as parlé de certains labels. Est-ce que ça permet de bien répondre à ce niveau de complexité et de richesse de l'industrie cosmétique? C'est exactement ça. L'idée d'avoir la possibilité de remonter sa filière au moyen de labellisation. Donc, c'est typiquement ce que propose Fair for Life. C'est une labellisation commerce équitable, mais qui est très, très axée sur cette notion de filière qui est clé dans le secteur cosmétique. Où, bien sûr, dans un premier temps, on va peut-être pas s'attarder sur toutes nos matières premières. Donc, dans un premier temps, on fait une analyse de risque, on voit quelles sont nos filières qui sont les plus à risque et au moyen d'outils, on va remonter sa filière, s'assurer que celle-ci correspond bien à nos attentes et ensuite on va faire le choix de soit s'il y a trop de problèmes, bien sûr, peut-être changer de filière ou c'est encore une fois le but d'un label comme Fair for Life, c'est vous donner des guides pour vous aider à réassainir votre filière, s'assurer que effectivement il y a un partage de la valeur jusqu'au rang le plus élevé. Et ça va aussi être une nouvelle façon de réfléchir. On en a parlé avec les achats responsables, mais des fois, c'est une nouvelle façon de penser ses achats. Et ça peut aussi passer par raccourcir ces filières à risque. Plus on a une chaîne de valeur qui est grande avec des intermédiaires à l'intérieur, plus on perd de visibilité. Et donc, ces problématiques souvent ressortent d'autant plus. Et peut-être pour compléter, on pouvait avoir dans le passé un peu le réflexe qui était de dire je vais couvrir mes fournisseurs de rang 1 avec des solutions qui pouvaient être assez lourdes ou chères, type audits sociaux dans lesquels on va déplacer des gens, etc. Aujourd'hui, vous avez plusieurs outils quand vous travaillez sur les achats responsables ou les filières, que ce soit des outils pour scanner la performance de vos fournisseurs, que ce soit ces audits, mais vous pouvez aussi monter des partenariats avec des gens qui sont présents localement, former vos équipes. Et en fait,
tout part d'une bonne analyse et d'une bonne cartographie de vos risques, en fait. À partir du moment où vous allez repérer qu'une matière pose un risque important, et bien peut-être que vous allez décider sur cette matière-là de remonter jusqu'au fournisseur de rang 3. Alors que pour d'autres sujets, vous allez pouvoir vous appuyer sur un engagement sincère et dans la durée de vos partenaires de rang 1. Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser l'arsenal ou la boîte à outils achat responsable de manière optimale en n'ayant pas une monosolution, mais en l'adaptant bien à la réalité de votre entreprise et de son sourcing. Sarah, on avait une question de… Alors, Awo, je ne sais pas si c'est votre prénom et j'espère que c'était bien le cas. En tout cas, c'est ce que j'ai noté dans le chat. Sur la question de packaging recyclable, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça permet de résoudre une partie des sujets que tu as évoqués tout à l'heure? C'est partiel. Le recyclage, c'est plus une… Enfin, c'est pas vraiment une mesure compensatoire, le recyclage. J'ai vu une présentation de… je perds son nom, Pascal Brossard, il y a peu de temps, qui expliquait que recycler quelque part, c'est un peu avoir perdu la partie. C'est très, très intense comme manière de voir les choses, mais c'est vrai que, c'est une réponse qui, au final, est l'ultime solution quand toutes les autres, le fait de réduire vraiment son packaging ou de donner la possibilité de le réutiliser avec encore une fois une notion de vrai calcul, hein, d'analyse de cycle de vie puisque, ben, si on prend une bouteille en verre qu'on utilise une fois, c'est pas forcément mieux qu'une bouteille en plastique qu'on utilise qu'une seule fois aussi. Il faut de la notion de réutilisation, mais ça aller un peu plus loin. Donc le recyclage, ça reste intéressant. Maintenant, il faut le faire, intelligemment et c'est aussi ce que proposent, les solutions dont on a parlé. Des solutions où on va vraiment prendre la main du consommateur et lui dire: «Tu recycles et tu le fais bien et on va t'aider à le faire». Et ça, c'est un point de vue qui ne rejette pas quelque part la faute complètement sur le consommateur, où, en tant qu'entreprise, on prend un peu son rôle et on dit: «Ben, voilà, ça, ce sont, les solutions». Ton micro est coupé, Olivier. J'étais sur le chat en même temps qu'on se parlait. Il y avait une question sur est-ce que le label, hein, c'est vraiment rassurant pour les consommateurs? Je vais te laisser répondre, Sarah, et puis je compléterai juste après. Ouais, il y a des études qui ont été réalisées, j'ai pas plus le nom en tête. Je sais que c'est une étude, allemande, mais qui a été réalisée sur, des consommateurs, européens, qui étaient, avec des résultats assez, probants. Donc, sur l'étude, on comptait que 60 des consommateurs, pour être précis, hein, les consommateurs de leur propre aveu, consommaient déjà, en partie des produits naturels et bio, étaient rassurés par les labels. Donc quand on a un consommateur qui a une volonté de consommer plus naturel, ce qui est de plus en plus le cas, on a aussi des consommateurs qui vont être rassurés effectivement, par la présence de labels. Hmm. Alors, il y avait un autre sujet qui était lié à l'origine naturelle, mais qui ne tient pas compte d'autres aspects. La personne qui pose cette question dit imaginons que je source des matières premières de manière naturelle, mais que je les fais venir de l'autre bout du monde, et donc j'ai un impact significatif en termes de carbone, etc. Comment est-ce que ce sujet peut être adressé si on veut vraiment être cohérent de bout en bout? Eh bien, c'est là aussi qu'on va retrouver la notion d'achat responsable. On l'a accolé aux notions de commerce équitable et donc peut-être un peu plus d'un point de vue partage de la valeur, mais avoir une politique d'achat responsable, c'est aussi réfléchir à ce genre de choses. Ça n'est pas solutionné par un label. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans une question suivante où le label, typiquement le label Cosmos, ne va pas cadrer tout ça. Ça n'est pas son but et peut-être que c'est aussi trop compliqué à mettre en place sur un seul label.
Donc ensuite, c'est aussi de la responsabilité de sa politique d'achat responsable de faire ce genre de choix, d'observer un peu mieux ses modes d'achat et d'acheter plus local quand c'est possible ou de changer son type de sourcing. Hmm. On avait aussi une question sur l'opposition entre naturel et clean beauty. C'est en effet une question qui est compliquée que nous pose Marie, en disant parfois on peut, via la chimie verte évidemment, responsable, obtenir quelque chose qui est comparable à du biosourcé et que ça pourrait être plus intéressant en termes environnementaux. Alors, ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'en effet, aujourd'hui, dans l'esprit du consommateur, la chimie est souvent dénigrée au profit de la naturalité. Il y a une espèce de bénéfice positif qui est accordé à la notion de naturalité et ce n'est pas forcément complètement avéré. Donc, c'est là où les outils d'objectivation comme l'éco-conception qu'on évoquait tout à l'heure peuvent être intéressants, mais encore faut-il qu'ils aillent jusqu'au consommateur final. Et donc là, si on est une marque qui a fait le choix d'une clean beauty qui va équilibrer le meilleur de la science et de la nature, comme disent nos amis de Chanel, à un moment donné, il faut être capable de l'expliquer. Il faut prendre le temps de l'expliquer à ses consommateurs. Et c'est là où la marque doit prendre le relais du produit, parce que la marque peut créer des espaces de discussion, d'information, de questionnement, de rassurance. Voilà. Et c'est là où l'accompagnement des produits au moment où on les transmet aux consommateurs est quelque chose de très important. Vous pouvez créer des acquis chez vos consommateurs fidèles qui n'ont pas besoin d'être renouvelés systématiquement si vous avez des consommateurs fidèles. Voilà. Donc, c'est une histoire, c'est une relation à la marque qui contient des aspects de durabilité qui peut-être étaient un peu mis de côté dans le passé. Sarah, sur ce point-là, tu voulais commenter? Non, ta réponse est tout à fait complète. Alors, ensuite, Cosmos. Alors, on sait que Cosmos est en train de revoir son nouveau cahier des charges. Alors, sans dévoiler les choses top secrètes, Sarah, on a une question de Servane qui nous dit: est-ce que Cosmos a prévu de mettre des notions d'éthique dans ses critères? Ce serait plus simple que d'avoir plusieurs labels. J'imagine que le clin d'œil est fait à dire Cosmos plus Fair for Life. Est-ce qu'il faut les deux labels? Et est-ce que le futur Cosmos n'intégrerait pas l'ensemble des dimensions? Tu y as un peu répondu tout à l'heure, mais juste peut-être pour compléter. On le voit déjà avec la dernière version de Cosmos et l'ajout du critère RSPO pour une partie des matières premières issues de l'huile de palme, puisqu'encore une fois, ça fait partie des grosses problématiques. Et se sourcer en huile de palme durable permet de répondre à la fois aux des problématiques environnementales, mais aussi sociales. On a donc là une nouvelle version de Cosmos. Je la connais pas complètement, donc je pourrais pas vous dire entièrement tout ce qui va se passer, mais on a quand même, on peut prévoir d'avoir un élargissement de ces contraintes RSPO sur l'ensemble des matières premières issues de l'huile de palme et plus que certains zinki. Et il y a d'autres matières premières problématiques qui peuvent aussi voir ce type d'exigence arriver. Là, par exemple, on peut parler des dérivés de coco aussi, qui, qui ont des problématiques un peu similaires, avec en plus de l'exploitation des animaux, mais ça c'est peut-être plus anecdotique. Ensuite, on a Zeng, vous nous dites, vous avez parlé de responsible sourcing sur les ingrédients et pas sur les fournisseurs de packaging ou de production. Alors, peut-être corriger cette perception. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas avoir des achats responsables sur l'ensemble des sujets. Typiquement, lorsqu'on est sur le packaging, Sarah a parlé notamment de l'impact carbone. Donc, si le carbone, c'est un sujet important pour l'entreprise qui vous héberge ou pour la marque dont vous êtes aux commandes, eh ben, dans votre interaction avec vos fournisseurs, vous pouvez très bien intégrer un critère carbone. Donc, il y a les achats responsables qui couvrent l'ensemble des champs de famille de produits que vous allez acheter. Et donc, les articles également, même pourquoi pas l'énergie verte que vous allez mettre pour alimenter votre usine.
Là où Sarah a mis le doigt sur les ingrédients, c'est parce que dans les cosmétiques, on est dans une industrie à filière naturelle, on dit chez nous, et que donc dès qu'on est sur les filières naturelles, il y a des vrais sujets qui croisent l'environnemental et l'humain qui n'existent pas forcément dans les autres industries. Et que donc on voulait mettre l'accent parce que c'est une particularité de votre secteur et que donc sur les matières premières, on a un impact sur la biodiversité, on a un impact sur les humains qui travaillent dans notre chaîne de valeur et donc on a vraiment quelque chose de très spécifique à travailler et donc c'est un enjeu très saillant pour les acteurs de la cosmétique alors que les achats responsables sur le carbone pourraient être un sujet de tous les secteurs d'activité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a en tout cas présenté comme ça, Zeng. J'essaie de, en tout cas, corriger un tout petit peu si ça n'était pas clair. Alors, ensuite, alors là, on commence à entrer, Anneline, dans des débats un peu plus polémiques sur est-ce que la manière dont les industriels, les marketeurs, etc., répondent à tout ça, est-ce que c'est suffisant? C'est un peu le débat du développement durable, de la RSE, de la décroissance, etc. Moi, je pense que, pour ne pas rentrer dans un débat qui ne serait pas efficace dans le temps qu'on a cet après-midi, nous, le sentiment qu'on a chez des enjeux et des hommes, c'est que chacun doit prendre sa part. Il y a des prises de conscience qui sont faites. Les entreprises doivent changer leur proposition de valeur, leur modèle économique. Les marques ont vraiment une transformation à opérer et on trouve génial que le marché des cosmétiques illustre ça. On s'en sert même, nous, pour convaincre d'autres secteurs. Ils ont regardé, si vous ne voyez pas ce tournant arriver, vous pouvez être hors jeu dans quelques années. Il y a des marques de cosmétiques qui ont complètement perdu leur place initiale parce qu'elles n'avaient pas compris. Voilà. Après, ce que chacun de nous, en tant que citoyen, consommateur, influencé par la société civile, influencé par le régulateur, comment est-ce qu'on va tous ensemble cheminer pour aller créer un monde meilleur? On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas que les industriels et les marques qui vont résoudre ça, mais qu'elles ont une part significative à prendre. Et en tout cas, c'est de ça dont on voulait parler dans ce webinaire. Alors, un petit commentaire sur ASD et RSPO, Sarah, peut-être très courtement, parce qu'il nous reste peu de temps, si tu as quelque chose de particulier à commenter là-dessus. Comme n'importe quel type de solution, on peut voir des problématiques et puis RSPO, c'est vrai que c'est quand même 4 labels différents qui vont de Book and Claim, qui est extrêmement basique, à pas très impactant, jusqu'à des choses où on va avoir des huiles de palme donc segregated, où on a vraiment une notion de traçabilité, de visibilité, on s'assure de ce qu'il y a dans notre produit. Ça fait que c'est d'autant plus difficile de répondre facilement à cette question. C'est des solutions, elles sont peut-être partielles, mais encore une fois, elles permettent de faire avancer le débat, de faire avancer les solutions pour en proposer d'autres ensuite qui seront plus complètes et un peu plus proches de la perfection. Alors, comme il nous reste très peu de temps, on va essayer de répondre en mode flash aux dernières questions. Alors, la consigne de packaging plastique, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai envie de dire, la vraie question, c'est de ne pas créer des filières complexes là où il existe déjà des choses. Donc, recycler ces emballages de produits cosmétiques, ça devrait être fait dans la poubelle de tri normale du foyer et ce serait le plus simple. Après, en ce moment, il y a tout un tas d'acteurs économiques qui aimeraient mettre la main sur de la matière recyclée parce que ça devient intéressant de récupérer de la matière recyclée pour la réinjecter. Et donc, voilà, vous avez un certain nombre de marques qui invitent leurs consommateurs à ramener. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas créer quelque chose qui a plus d'impact que le problème qu'il essaye de résoudre. Et donc, il faut toujours avoir du discernement par rapport à ça. Est-ce que les plastiques recyclés sont meilleurs pour la planète que le verre? Sarah y a répondu tout à l'heure. Ça dépend de la manière dont le consommateur utilise le produit. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes et si les filières existent. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire une réponse générique à ça. Je vais vous parler aussi de la jungle des labels. On est complètement d'accord. D'ailleurs, on propose avec nos amis d'EcoCert pas mal de formations pour bien comprendre les labels si ça vous intéresse. Ce qui est important à retenir, c'est qu'en tout cas, un label fiable aujourd'hui, c'est un label
qui n'est pas auto-proclamé. C'est un label officiel, c'est un label qui passe par un tiers de confiance. Et déjà, ça permet de faire la distinction entre deux grandes familles. Est-ce que les consommateurs sont plus attirés vers les cosmétiques bio ou vers les cosmétiques naturels et est-ce qu'ils savent faire la différence? Ça dépend des pays. Ouais, je vais laisser Sarah répondre peut-être. Vous allez avoir, en Allemagne beaucoup plus de consommateurs qui sont attirés vers le naturel que le bio, un marché qui est à l'inverse, sur ce type de produit que, en France, où en France, la demande, c'est d'abord le bio et on met un peu le naturel de côté en se disant que c'est du bio moins bien. C'est pas vraiment ça, mais ça, c'est, un problème d'éducation du consommateur. Alors qu'en Allemagne, on a une éducation du consommateur où le bio, c'est pour l'alimentaire, le naturel, c'est pour le reste. Ce sont 2 points de vue et ensuite, ben, sur l'Europe, sur le monde, ça va encore être très, très, divers comme ça. On va prendre la dernière et puis on va terminer sur Cosmos Organique. Le clean est-il l'avenir du bio? Je pense que ce qu'on a essayé de partager là, c'est le fait que la clean beauty activait plusieurs leviers que le bio en fait partie. Donc, j'ai envie de dire l'un ne remplace pas l'autre. Mais la clean beauty peut inviter à des bonnes pratiques dans d'autres domaines et on a parlé tout à l'heure de la partie chimie. Et puis, alors peut-être une réponse très courte, quitte à inviter les gens, Sarah, vers d'autres outils, sur à partir de quel moment on peut mettre bio sur un produit si on n'a pas le label. Est-ce que tu peux faire une réponse très courte par rapport à ça? Il faut Est-ce que que ce c'est soit vrai. C'est des règles qui sont régies par, la RPP. La notion, c'est, ne pas mentir aux consommateurs et avoir la capacité de prouver, que, bah, vous ne mentez pas aux consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a des labels comme, Cosmos qui permettent de dire que le produit globalement est certifié. Ensuite, au niveau de vos matières premières, vous avez la possibilité d'avoir, des claims, mais il va falloir, pouvoir les prouver. Donc, une traçabilité qui est réalisée, et qui est, suffisamment forte. Alors, On on va s'arrêter là pour pouvoir juste clore ce, ce webinaire. Merci de vos questions passionnantes. On était quasiment 70 personnes à échanger cet après-midi. Donc, Merci beaucoup. c'est génial. Alors, quelques éléments. Donc, on vous a dit que notre équipe a inventé des cycles. Il y a un cycle qui s'appelle Je pilote la RSE. C'est plutôt pour ceux d'entre vous qui sont chefs de projet, responsables RSE, directeurs RSE, ou développement durable développement durable. Et donc, il y a un certain nombre de webinaires un peu méthodologiques. Vous en avez un à gauche de l'écran. Il y a aussi la RSE dans mon métier. Donc, peut-être que votre entreprise coiffe différents aspects et que vous avez d'autres aspects que les cosmétiques. Voilà. Donc, non, pardon, je dis une bêtise. Là, on est en bas. Donc, à part le secteur des cosmétiques, on aura le 17 juin quelque chose d'un peu équivalent à ce qu'on a fait avec Sarah, mais sur le textile responsable et les enjeux de ce secteur. Et pardon, je corrige, la RSE dans mon métier, on est plutôt dans une entrée par fonction, par métier clé, quelles sont les bonnes pratiques métiers que vous pouvez mettre en place. Et là, ça s'adresse à la fois aux gens qui sont dans la stratégie, dans le marketing et la communication, et aussi dans la RSE, puisque la question, ça va être comment on peut articuler la raison d'être de l'entreprise et la plateforme de marque. On en a parlé un tout petit peu aujourd'hui, mais ça n'était pas le thème, donc on sera ravis de reprendre langue avec vous sur le sujet le 16 avril. En attendant, si vous voulez aller plus loin, nous avons un certain nombre de formations qui peuvent être proposées que vous pouvez trouver sur notre site. Pour le profil des gens qui étaient connectés aujourd'hui, on imagine que marketing responsable, achat et donc un peu filière responsable et communication responsable pourraient être des sujets particulièrement intéressants pour aller plus loin. Mais si vous êtes passionné par la RSE, on a aussi des formations sur construire sa démarche RSE, qu'est-ce que c'est qu'une analyse de matérialité, comment bien la réussir et comment peut-on accompagner le changement dès lors qu'on veut faire vivre la RSE dans son organisation et l'aider à se transformer. Donc, vous voyez qu'il y a un menu relativement riche et alléchant pour ceux d'entre vous qui auraient envie d'aller plus loin en attendant notre prochain événement. Merci Sarah de ton Merci éclairage. Olivier. Merci à Mathilde qui était dans l'ombre mais qui a beaucoup contribué à la préparation de cet événement. Merci à toutes les personnes de l'équipe des Enjeux et des Hommes qui nous ont aidés à préparer ces exemples. Et bonne journée à vous, bonne continuation là où vous changez le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.